Alors juste avant de commencer, une petite information. Dorénavant, les vidéos fluff, vous allez les trouver sous 3 formats sur IGTV. Alors, première chose, comme d'habitude, vous la trouvez sur YouTube, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Il y a de la pub, on le sait, c'est embêtant, ça vous embête parce que ça vous sort de la trame, de la narration, des sentiments. Vous avez les frissons, tout d'un coup, on vous parle d'un frigo. C'est détestable, je sais. Moi aussi, ça m'embête dans ce processus créatif de devoir insérer des pubs. Ça me fait pas plaisir. Maintenant, eh bien, je cherche à vivre de la chaîne, c'est ma seule source de revenus. Il faut mettre des publicités, on n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une contrepartie pour les tipeurs. Donc, si vous allez sur le site de Tipeee, vous verrez que maintenant, vous avez une contrepartie. Les vidéos fluff, vous pouvez les télécharger sans aucune publicité et en continu. En continu, c'est-à-dire que votre vidéo ne sera pas interrompue, contrairement à YouTube, parce que YouTube aime bien les formats assez courts. Donc, typiquement, les vidéos de Conquest, là, il y a 2 vidéos sur YouTube et il n'y en aura qu'une seule complète sur Tipeee. Pourquoi? Parce que je pense que si vous avez fait le choix d'être sur Tipeee, c'est que j'ai pas à vous materner. Vous savez que la vidéo va être longue, vous voyez 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça vous fait plaisir et vous n'êtes pas en train de dire « Oh, je vais pas aller regarder ça parce que le contenu va être trop long ». Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le faire. L'avantage aussi, c'est que vous allez la voir en avance. Et bien oui, parce que sur YouTube, ça va sortir en 2 vidéos ou 3 vidéos, donc ça va mettre du temps à sortir. Alors que sur Tipeee, vous l'avez hop directement. Et oui, c'est une contrepartie, c'est fait pour vous donner envie aussi de m'aider. Troisième contrepartie, c'est que vous l'aurez en MP3. Donc c'est quelque chose qui m'avait été demandé. Et bien voilà, comme ça, dorénavant, toutes les vidéos fluff, ou même celles de Iggy Comeback, parce qu'il n'y a pas besoin d'un support visuel, on peut s'en passer, et bien je vous les propose directement au format MP3. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de me soutenir, hein, parce que pour que je puisse continuer à faire les vidéos, hein, tout simplement. Maintenant, si vous n'avez pas l'envie d'aller sur Tipeee, ou même les moyens d'aller sur Tipeee, et bien continuez à regarder les vidéos, continuez à liker, continuez à commenter. C'est aussi ça, hein, qui fait l'essentiel. Et puis, passer un bon moment autour de ces histoires parce que je trouve que le fluff, le lore, c'est vraiment ce qui rajoute une valeur ajoutée à nos jeux de figurines. Voilà, passez un bon moment sur cette vidéo de Conquest. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo 100% fluff consacrée à Conquest. Donc comme je suis pas encore assez au level sur Conquest pour savoir un petit peu l'univers, je me fais aider d'Antoine. Salut Antoine. Salut Guy. Donc Antoine, vous l'avez peut-être déjà vu sur les conventions, tu étais là à Octogone, tu étais là à Ludigork. Ouais, je présente souvent Conquest dès que je peux. Premier temps de cette vidéo, on va regarder comment Parabellum, l'éditeur, gère l'univers. Donc là, on va être un petit peu en mode comment c'est géré, un petit peu hors du fluff. Et puis après, la deuxième partie de la vidéo, c'est l'univers, l'historique de Conquest qui a été fait. Et puis, je vais vous proposer aussi après toute une série de vidéos pour détailler chacune des factions. Donc tu vas bosser, mon gars. Qui sont au nombre de 6 déjà pour l'instant. On a déjà des infos pour les prochaines aussi, donc on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc déjà, le lore de Conquest, vous pouvez le trouver sur le site internet de Parabellum, qui est donc l'éditeur, où vous avez énormément de lore qui est disponible en accès gratuit. C'est un peu comme les règles du jeu, les livres d'armée, tout est en accès sur leur site. L'avantage sur Conquest, c'est que tu vas pas payer des bouquins. Ouais. Et après, tu peux payer des bouquins si tu veux pour avoir encore plus de lore. Et ça, c'est les deux, par exemple, les 2 livres qui sont là. Et il y en aura d'autres pour les gens quand on kiffe les illustrations, rentrer dans le détail de l'historique et tout ça. Mais déjà, on peut accéder au lore sur leur site internet. Ils en mettent un petit peu sur chaque unité. Et puis, il y a aussi des articles réguliers. Ils postent sur Facebook quand ils mettent des nouveaux articles parce que c'est extrêmement vivant. Alors pour l'instant, c'est qu'en VO, par contre. Voilà, c'est en VO, voilà. Mais il y a des traductions. Si vous voulez des traductions en français, il faut venir sur le Discord du jeu pour... Vous avez le lien dans la description. Sur le Discord du jeu, on vous montrera où il y a des gens qui traduisent des morceaux du lore. Pas seulement les règles, où là, vous les avez déjà, mais aussi du lore. Donc déjà, on peut parler des 2 bouquins. Un bouquin de campagne, un bouquin de base, de règles. Le bouquin principal, c'est celui-là qui s'appelle Conquest Companion. C'est le bouquin de base dans lequel on a l'historique complet en fait de l'univers de Conquest. C'est ça qui va relier un petit peu tout ce qu'on peut lire sur le site. Quand on lit plein de choses sur le site, on comprend plein de choses, mais avec ça, on a la trame historique et on comprend vraiment mieux l'ensemble de l'histoire. Mais alors, ce bouquin-là, il est sur Internet ou pas? Non, il n'est pas... Enfin, t'as pas la partie fluff, t'as que des morceaux de fluff qui sont en plus. C'est ça. Pas mal ou des extraits. Sur Internet, on a des passages de ce bouquin-là. D'accord. Et d'autres choses. En plus. Ouais, et d'autres choses en plus, c'est ça. Mais là, c'est vraiment la trame historique de la Genèse. Ça commence à la Genèse jusqu'à toutes les armées qu'on connaît, y compris celles qui ne sont pas encore sorties. Ça vous parle assez en détail des 2 prochaines factions, par exemple, qui vont sortir. Je sens que tu as envie d'en parler, mais on va y venir après. Et ce bouquin-là, là. Lui, c'est un bouquin donc, qui rajoutait des règles pour 2 choses. Pour faire des campagnes avec des cartes où on évolue, on a des ressources à dépenser, on fait évoluer toute une histoire en fait pour faire à plusieurs joueurs.
et puis une partie de règles qui concerne l'évolution des troupes au fur et à mesure de la campagne. Et sinon, il y a 2 gros paquets de lore aussi qui racontent des événements qui se situent à un certain moment de l'histoire. Il y a un énorme paquet de lore, de fluff sur la guerre entre les Dweghom et les Spires. Et puis une autre sur la période de la chute, qui est un moment où c'est un moment clé de l'histoire qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose, oui, qu'il faut plutôt prendre, évidemment, forcément, comme un deuxième pendant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'historique là. Il y a à peu près là. Oh, on voit l'anti-sèche, boum, on cache. Mais là, je vois, on est à 50-60 pages. Ouais, il y a beaucoup de lore dans ce livre-là aussi. Il y a 100 pages parce que là on est encore en mode fluff. Donc ça veut dire que c'est quand même un univers qui est bien approfondi en fait. Ouais, assez, ouais. Et dans ce bouquin-là, il y a 160 pages de lore aussi. Donc c'est très élaboré en fait. Parce que là on est à une centaine de pages, donc on a vraiment une centaine de pages dans celui-ci qui fait évoluer un petit peu ce lore-là. C'est ça. C'est un lore qui est évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des saisons, des bouquins, l'histoire avance. C'est ça. Et il y a un côté lore élaboré depuis très longtemps, parce que tu sais, à Octogone, on a vu la sœur du fondateur du jeu, Maria Alkias, donc la sœur de Stavros Alkias. Elle me disait que son frère, il a commencé à écrire cet univers quand il avait 8 ans. Ah oui. Donc le truc est énormément développé, puisque maintenant ils en ont un peu plus. Et du coup, c'est très élaboré. Et par contre, d'un autre côté, il y a aussi quelque chose de très évolutif. Il y a du lore qui évolue à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours, je sais plus. Parce que il y a un écrivain attitré, donc Konstantinos Oikonomou, qui écrit très bien, qui a écrit des nouvelles qui parlent un peu qui sont sorties en même temps que le début du jeu, et qui écrit régulièrement des passages de lore qui se développent en fonction des événements. Et sur ce côté évolutif, il y a un morceau du site internet où vous pouvez aller voir qui s'appelle le Living World. Living World, c'est carrément une sorte de livre dont vous êtes le héros, géant, participatif, où en fait on peut voter pour les choix que vont faire des personnages clés de l'univers. Alors dans le jeu, on n'aura jamais de personnages nommés, mais par contre on a des personnages nommés dans le Living World. C'est-à-dire que les principaux héros de l'histoire, on peut influer sur ce qu'ils vont faire en fait. Et il y en a dans toutes les factions. Ça c'est cool ça d'intégrer c'est assez original. War Machine, ils avaient essayé de faire ça aussi à une époque. C'est inspiré de War Machine. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir son mot à dire en fait sur un personnage, c'est assez cool. C'est assez génial. Après, t'as vraiment l'impression de t'impliquer. Enfin, de toute façon, c'est forcément si t'es impliqué. Moi, je vois sur d'autres univers, je sais pas, Star Wars par exemple, si tu dis ouais, j'ai envie que lui se passe comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a un peu ça dans Infinity aussi, je crois, avec du lore où on peut participer en fonction des événements et tout ça. Donc ça se trouve sur le site internet. Ouais. Et là, c'est un système de vote. On a plus ou moins de votes en fonction de si on est plus ou moins actif. Après, bon, moi je vote pour des trucs, à chaque fois ça perd, donc les gens veulent toujours autre chose. Le majoritaire. Donc on décide pas tout, mais on participe aux décisions. Au moins tu te dis que tu as eu un impact, malgré tout. On a essayé. Et puis après, comme ça, tu peux faire des vidéos, puis corrompre les gens, puis leur dire... Tu sais que là, en fait, tu vas peut-être engager des gens, tu vois, si par exemple, tu commences à dire les Wardoons, c'est les meilleurs, les Wardoons, c'est les gentils de l'histoire, etc. Il faut que tel personnage fasse tel truc. Donc ça, c'est ce que vous pouvez trouver de façon dont est géré le lore. Et maintenant, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou on rentre directement dans l'histoire, peut-être? On peut rentrer dans l'histoire. Ouais. Allez, ben on rentre dans l'histoire. Alors maintenant on va parler vraiment du lore en lui-même. Alors comme je vous ai dit, moi je suis novice, comme ça je vais pouvoir poser les bonnes questions qui l'embêtent. Vas-y. Allez, c'est quoi l'histoire? Quelle est l'histoire? Donc ça se passe sur un monde qui s'appelle Ea. Et sur ce monde, c'est pas forcément tout le temps la guerre, mais récemment il y a un grand cycle de guerre qui s'est déclenché. Notamment par une guerre entre les Spires et les humains, qui sont liés en fait à la première boîte de base du jeu. Et je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 3 nouvelles qui avaient été écrites sur cette période-là. Il y a un déclenchement vraiment des hostilités sur Ea, qui est ce monde-là. Voilà. Alors ça c'est une partie, au sens où il y aura le prochain continent qui vont être révélés plus tard. Mais on sait qu'il y a déjà il y en aura d'autres. Donc déjà ça donne en fait les différentes factions. Donc la Old Dominion, c'est un peu les morts vivants. Voilà. C'est ça. The Dying Land. C'est des terres qui sont en train de mourir à cause de l'influence du Old Dominion. Là, ça, c'est une zone un peu désertique dans laquelle vivaient les Wadroon. Mais les Wadroon, justement, ils ont été repoussés par le Old Dominion et ils sont passés ces montagnes-là. Et ils arrivent maintenant aussi dans le pays des 100 royaumes, où il y a en fait les humains... Donc ça, c'est les humains. C'est la zone des humains médiévales, d'Europe médiévale. On a ici les city-states qui sont en fait d'autres gens qui avaient fui, donc les cités-états,
On sent quand même que ça ressemble un peu à la France, l'Italie, tu vois. Bah là, c'est un peu la Grèce, mais... Ouais. Oui, Grèce, c'est vrai qu'ils sont plus Grèce. Donc... Ouais. Ah, et du coup, c'est pour ça que l'Italie est toute petite là. Peut-être, ouais. Moi, je voyais pas trop les ressemblances, mais en tout cas, oui, dans les 100 royaumes, il y a des zones qui sont France, Russes, Celtes, il y a des Allemands, enfin, il y a des influences évidemment de l'Europe. Les cités-États qui sont là sont des gens qui avaient fui le Old Dominion, on verra pourquoi. Là, c'est d'autres gens qui avaient fui le Old Dominion. Enfin, la chute en fait. Et puis là-bas, on a un pays des Weaver Courts qui sont une armée qui n'existe pas encore, qui sortira. Là, c'est le pays des Nords, qui sont la faction typée viking avec des grosses bêtes, des géants. On n'est pas perdu quand même. Hein. Moi, je vois quand même bien l'Europe, la Suède, Norvège, tout ça. Les peuples sont très intriqués quand même les uns avec les autres. Et en fait, ils rentrent dans la danse de l'histoire plus précise au fur et à mesure de la sortie des armées. Par exemple, les Wadroun, au début, on n'en entendait pas parler. L'armée est sortie, on a expliqué, ben voilà où ils en sont. Ils sont repoussés par quelque chose de très dangereux ici. Donc, ils ont demandé l'autorisation de passer cette porte qui sont gardées par des ordres de chevalerie des humains. Ça a été voté d'ailleurs sur le Living World que oui, on laisse passer les Wadroun. Et du coup, ils sont passés. Sinon, ça aurait été une guerre beaucoup plus sérieuse entre les humains et les Wadroun, ce qui fait qu'il y a des guerres, mais c'est pas que la guerre entre les humains et les orques. C'est quand même sympa. Qu'il y ait un choix de la communauté là-dessus, je trouve que c'est sympa. Ça a été très important. Et puis, du coup, ils sont repoussés par le Old Dominion, et là, c'est l'armée qui est sortie après. Et donc, ils vont rentrer dans la danse, c'est le fleuve plus actif, on va dire. Et on sait que les prochains seront les cités-États, et c'est pareil, pour l'instant, ils ont essayé de vivre un peu dans l'isolement, et c'est des gens qui ont essayé de faire des cités parfaites dans leur coin, mais là, ils vont devoir rentrer dans le jeu politique et la guerre avec les autres. Donc le monde d'Ea, ce qui est très particulier, c'est que la Terre, en elle-même, a une histoire, et tous les peuples ont des liens avec l'histoire de cette Terre. Et parce que ce qui est fondamental dans cet univers, c'est les entités primordiales qui sont à la genèse du monde et qui ont une influence très importante sur les factions qu'on a ensuite. Et si on veut comprendre les factions, on est obligé de remonter vraiment à la genèse. C'est pour ça que c'est le premier chapitre du bouquin qui nous explique qu'au départ, il y avait deux entités primordiales qui sont la tendance vers le néant et la tendance vers la création. Et donc il y a les deux premières entités primordiales. C'est ce qu'on voit là ici, j'imagine. Exactement. Donc, genre le yin-yang en fait. Voilà, les deux principes fondamentaux de création et destruction. Et en fait, ils s'entretuent pendant des éternités jusqu'à ce qu'ils arrivent à une certaine sorte de statu quo qui va faire émerger une troisième entité primordiale qui s'appelle balance en anglais, équilibre en français, et qui va en fait Destruction a réussi à exploser création et l'a éparpillé dans l'espace, et c'est ce qui va former les étoiles. Tandis que Destruction a lui aussi pris une blessure très grave et va se recroqueviller sur lui-même et se mettre en boule en fait. Et Équilibre, le troisième entité, va essayer de immobiliser ça en faisant tourner les étoiles sur elles-mêmes pour les figer dans l'espace et en encerclant Destruction avec son propre corps et former en fait ce qui sera plus tard Ea, qui sera le monde. Donc en fait, il y a ces trois principes fondamentaux qui expliquent la création de l'univers en fait. Okay. Les morceaux de création qui sont les étoiles, Destruction repliée sur lui-même au cœur de la Terre, et Équilibre qui est en fait la croûte terrestre qui essaye d'enfermer Destruction pour maintenir le statu quo. Donc on sait déjà que si on creuse trop loin quand on est un nain, on peut tomber sur le mal. Exactement, absolu. Sur quelque chose de très dangereux. Okay. Le Balrog. Non, rien à voir. Aucun rapport. Ok. Le statu quo va pas durer très longtemps puisque en fait les puissances en fait de création et destruction sont telles que ça va donner naissance à d'autres entités primordiales qui seront les 4 cavaliers, famine, conquête, guerre et mort. Celui-ci famine, tu m'as dit? Voilà, c'est ça. Lui c'est conquête, donc qui vient des étoiles, qui est une étoile on va dire. C'est un rapport avec le nom du jeu du coup? Complètement, ouais. Mais on sait pas exactement pourquoi encore parce que tout n'est pas révélé, mais ça c'est guerre et ça c'est mort. Alors il y a toute une histoire sur pourquoi ils apparaissent les uns à la suite des autres et qu'est-ce qui se passe entre eux. C'est en résumé, famine, c'est destruction qui a quand même encore cette tendance à vouloir tout annihiler et tout engloutir. Ça crée cet être primordial qui s'appelle famine. Famine naît et en fait s'attaque à tout et veut tout dévorer. Et la première chose sur laquelle il tombe, c'est destruction lui-même, qui est donc l'être primordial au cœur de la Terre. Il s'attaque à lui en fait, donc du coup ça crée un énorme combat au cœur de la Terre et c'est ça qui crée l'ébullition en fait, ça fait chauffer le noyau terrestre en fait, c'est pour ça qu'il y a un noyau terrestre
Tu vois, c'est un cours de SVT en fait. Non mais c'est ça en fait, c'est clair. Là tu te dis, mais c'est sympa en fait de reprendre des éléments concrets de la vie et de les expliquer d'une façon un peu ésotérique, avec des yeux, c'est des une entités, mythologie qui explique la création, enfin c'est une version de la création de la Terre, et tu vois, ça va un peu dans tous les domaines. Donc ça crée une espèce de noyau en fusion. Du coup, Famine est expulsé, il est rejeté Destruction arrive à le repousser, donc il s'éloigne et du coup il utilise ses tentacules munis de multiples mâchoires pour essayer d'aller dévorer autre chose, il essaye d'aller dévorer les étoiles. Ce faisant, il dévore des étoiles et il crée des trous dans la réalité. D'accord. Donc des trous noirs. Ok. Je savais pas que c'était ça les trous noirs. Vivement l'histoire des quasars. ça arrive. Et en fait, donc il crée carrément des trous dans la réalité. Ça crée une réaction de la part des étoiles, qui sont donc des morceaux de création éparpillés dans l'espace. Et la plus grosse de ces étoiles a encore conscience d'elle-même, parce que les entités primordiales, à une certaine taille, elles ont conscience d'elles-mêmes. Et donc ça va être très important par la suite. Et il y a une étoile qui a conscience d'elle-même, qui devient en fait une autre entité, qui devient Conquête. Okay. Effectivement, comme le nom du jeu, donc c'est quelqu'un de très particulier, parce que c'est le seul des 4 cavaliers qui est issu de création. Alors que tous les 3 autres vont être issus de destruction. D'accord. Et lui, du coup, il rassemble d'autres étoiles, donc d'autres morceaux de création, pour lancer une guerre, pour aller attaquer Famine. Pour se défendre, pour pas que les étoiles se fassent dévorer, quoi. Donc en fait... Et les étoiles, du coup, elles sont incarnées aussi par des sortes de créatures, en fait? Ouais, c'est ça. Les étoiles, en fait, leur donnent... Lui, il leur donne de la conscience et de la matérialité pour, en fait, en créer une armée, en fait. Il crée l'Host Céleste. Et du coup, cet Host Céleste attaque Famine. Et du coup, ça crée une nouvelle réaction de la part de Destruction, qui, face à ça, il se rend compte que, du coup, il a envie de se battre, mais il est toujours enfermé, mais du coup, son envie de se battre crée un nouveau cavalier, qui est Guerre, et Guerre va, lui aussi, rassembler une armée. Une armée, okay. Et en fait, lui, son armée, il va la faire à partir du sang de Destruction. Destruction, dans son combat contre Famine, il a énormément saigné, et c'est ça en fait le magma, et ça a créé les volcans et tout ça. Et c'était donc ça crée la période en fait de la Terre où il y a les volcans qui explosent de partout. Et donc Guerre, il crée une host qui s'appelle l'Host des Abysses, et il se bat contre l'Host Céleste de Conquête, avec lui donc des créatures qui sont des sortes de démons faits à partir de magma, quoi. Okay. On sait qu'ils sont pas tous morts d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de les voir un jour dans le jeu. D'accord. Après, est-ce qu'on a une idée de la taille qu'ils font en fait? Je suis en train de me demander, est-ce que c'est genre des titans? Est-ce que ce serait genre... C'est en même temps des concepts et en même temps des créatures. Donc on ne sait pas, on ne peut pas vraiment dire. C'est des entités ultra puissantes qui se font la guerre et qui sont sans doute très changeantes. Dis-moi qu'ils sortent le film alors. Ah, j'aimerais beaucoup, ça pourrait être... Non mais c'est vrai que tu sens que c'est assez riche pour que ça puisse donner quelque chose... Ah, ça pourrait. Ouais. Si tu as des projets... Bon, il est mort parce qu'on attend tous de savoir comment il arrive, mort. Alors, en fait, ça prend un peu plus de temps. Il arrive un peu plus tard parce qu'entre-temps... Je t'ai coupé parce que du coup, là, il y a une fin sur cette guerre-là. Il y a la guerre et en fait, là, ils vont s'épuiser un petit peu tous les deux. Par contre, pendant qu'ils s'entretuent, Conquête et Guerre, il va y avoir un regain d'énergie de Famine, qui avait pris un peu une branlée par Conquête, et il va se réveiller un petit peu et il va changer de cible. Au lieu d'attaquer les étoiles, il va recommencer à s'en prendre à la croûte terrestre, c'est-à-dire équilibre, le troisième primordial. Il va s'attaquer à la croûte terrestre et le faire énormément souffrir en fait. Et équilibre se met à pleurer énormément. Et c'est ça qui fait apparaître l'eau. Et en fait, l'eau des larmes d'équilibre va aller partout sur la Terre et ça va calmer le sang de destruction. Ça va arrêter la période d'éruption permanente de magma sur la Terre et ça va créer les océans. Donc qui dit l'eau dit la vie. L'eau, la vie. Exactement. Et comme en fait les larmes d'équilibre qui donc envahissent un peu Ea, enfin la Terre, ça va donc ça se mélange un peu, enfin ça éteint un petit peu les coulées de lave, le sang de destruction, et ça se mélange avec les poussières un petit peu de morceaux de primordiaux qui s'entretuent partout, c'est-à-dire notamment des petits morceaux de création. Et ce mélange entre l'eau et des poussières de création qui tombent, ça va donner l'émergence de la vie. Okay. Alors Équilibre, qui était très mal en point, voit l'émergence de la vie et trouve ça merveilleux et se dit je vais essayer de protéger ça. Et en fait, la vie, il va la cacher au fond des océans. D'accord. C'est marrant parce que t'es vraiment en cours des SVT. Exactement. Okay. Il la cache au fond des océans, parce que pour l'instant, Famine, lui, s'occupe de... Enfin bon, là, du coup, il la cache au fond de l'eau, et
Et du coup, pendant que les primordiaux s'entretuent, la vie se développe. Elle passe un petit peu inaperçue parce que les autres, ils sont loin de s'intéresser aux microbes et aux bactéries. Et en fait, ça se développe énormément et il y a une vie qui prend racine, vraiment, et donc énormément de végétation luxuriante qui se développe, notamment sous l'eau. Et ça crée des racines et ça va soigner en fait la croûte terrestre. Ça va rendre plus solide et défendre et protéger, équilibre, qui est donc le primordial qui est la croûte terrestre. Et du coup, il va être beaucoup plus... il va finalement s'en sortir alors qu'il pensait qu'il était à l'agonie. Finalement, la terre n'éclate pas. De pleurer. Voilà, il arrête de pleurer, il y a de l'eau partout, maintenant ça suffit. Et il y a de la vie. Et il y a de la vie. Et quand il rit, il y a de la... Et du coup, t'as les autres... donc la guerre entre conquête et guerre s'est un petit peu calmée. Et donc Destruction comprend qu'il ne va pas réussir à faire éclater la Terre et à sortir en fait. Et en fait, il devient complètement dépressif. Il est désespéré. Il dit pas que lui aussi se met à pleurer. Et il aspire en fait à la fin de tout et au silence. Donc c'est une troisième incarnation. Il y a eu la volonté d'engloutissement avec famine, la volonté de combat avec guerre, et puis là c'est la volonté de mort en fait. Donc il a faim, après il veut se battre, il n'est pas content. Et finalement il est désespéré, et c'est là qu'apparaît le 4e cavalier qui est mort. Et mort apparaît et ça rend la vie mortelle. C'est-à-dire qu'avant la vie elle était pas mortelle, et à ce moment-là l'apparition de ce cavalier ça fait que finalement toute vie devra mourir, comme dans la vraie vie. La conséquence de ça c'est que Équilibre est extrêmement déçu et pousse un cri qui est entendu à travers tout l'univers, et ça va nous amener à la suite. Ça va avoir une interaction au niveau du cosmos. C'est ça, ouais. Dans l'univers, il y avait des morceaux de création et des morceaux de destruction qui flottaient dans le vide, et en fait, certains se sont agglomérés les uns aux autres. Et quand un morceau de création et de destruction de même niveau d'énergie fusionne, ça crée quelque chose d'équilibré, et une sorte d'être primordial, moins fort que les précédents, mais qui a une conscience quand même. Et la particularité de ces petits primordiaux, ça va être d'être extrêmement curieux, parce qu'en fait, ils ont conscience d'eux-mêmes, et ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à voir en fait dans l'univers? Et donc, quand Équilibre pousse un cri à la mort des premières espèces, des premiers êtres vivants, bah, eux, ils entendent, ils se disent, bah, on va aller voir, ça va être intéressant. Et du coup, on le sent. Où ça se fight là-bas, on va aller voir. Ouais, c'est comme ça, quand il y a une bagarre, souvent il y a un troublement à côté. Voilà. Ils viennent voir, mais eux, par contre, la bagarre, ça leur plaît pas trop. Ils sont un petit peu embêtés de voir que c'est un champ de ruines, parce que ce qui va les fasciner principalement, ça va être justement la vie. Parce que c'est là le plus intéressant sur Ea, qui est la guerre des primordiaux, c'est bien gentil, il y a des hostes des abysses et des trucs comme ça, mais c'est vraiment le chaos quand même. Et donc, eux, ce qu'ils vont trouver fascinant, c'est la vie. Donc, ils vont vouloir protéger la vie, et ils sont plutôt du côté de Équilibre, en fait, justement. Okay. Et pour bien en profiter, ils vont finir par... Enfin, ils se décident à comment dire, empêcher de nuire les primordiaux. Donc ils sont moins forts, une entité comme ça c'est moins fort qu'un être primordial, mais eux ils sont pleins en fait. Ils se sont agglutinés, ils sont nombreux, et donc ils vont un par un enfermer les primordiaux de différentes manières. Principalement d'abord les trois incarnations de destruction, donc famine, guerre et mort. Ils vont les enfermer sous terre, famine est au fond de l'eau, destruction est au fond de la terre, etc. Et ils vont aussi se retourner contre Conquête parce qu'ils savent que si lui il est là, ça va encore générer quelque chose, il va y encore avoir donc ils lui décident de le disperser, de le casser en petits morceaux et de le disperser partout sur Ea. Donc ils ont mis fin en fait au règne des entités primordiales. Et maintenant le monde, c'est eux qui l'appellent Ea. Le monde maintenant leur appartient et ils font ce qu'ils veulent. Et pour profiter, c'est là qu'on arrive au dragon, c'est que pour profiter de la vie, c'est-à-dire de continuer à étudier, à regarder, à voir comment c'est intéressant pour satisfaire leur curiosité compulsive, ils décident de prendre une apparence physique. Et l'apparence physique qu'ils prennent, c'est celle de dragon. Ok. C'est comme ça qu'ils prennent le contrôle sur... voilà. Et ils vivent comme ça tranquillement pendant très longtemps, et ils aident la vie à se développer, donc en accord avec Équilibre et en ayant mis au pas les différents cavaliers. Donc c'est des gentils dragons. C'est plutôt des gentils, je crois qu'on peut le dire comme ça. Je suis un peu d'accord. Alors on s'arrête là pour la première partie de cette vidéo consacrée à l'univers de Conquest et aussi dans la façon dont Parabellum gère le fluff en vous intégrant avec The Living World. Ça vraiment je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée pour pouvoir s'intégrer à l'univers. Puis vous savez que moi j'aime bien quand l'histoire avance, donc là le fait qu'on puisse vraiment participer c'est encore plus intéressant. La suite sortira la semaine prochaine et puis si vous ne voulez pas attendre, eh bien je vous invite à aller faire un tour sur Tipeee. Allez, merci en tout cas, merci à Antoine et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut à tous.